à tous, bienvenue dans votre journal d'actualité du district de Nyon. Au sommaire de ce 8 février, on donnera la parole au TCS Vaud qui fête cette année ses 100 ans. On s'intéressera également à la plage de Nyon qui change une fois de plus de gérant. Et on donnera la parole à une association qui défend les animaux AAA. Pour commencer, vous les avez certainement entendus, hier les sirènes ont résonné dans toute la Suisse dans le cadre des tests d'alarme. Rodolphe Henner a suivi la protection civile de la commune de Nyon. Regardez. Alors l'enjeu de l'opération des sirènes, c'est de tester les 5000 sirènes fixes et 2000 mobiles de la Suisse entière, ainsi que les sirènes qui sont sur les véhicules que vous allez voir tout à l'heure. Par le passé, ça se faisait 2 fois par année, en février et en septembre. Et puis depuis quelques années, ça se fait seulement le premier mercredi de février. Avis à la population. Ceci est un test fédéral des sirènes d'alarme. Alors les sirènes fixes, c'est celles qu'on connaît sur les bâtiments, généralement les bâtiments communaux. Et puis elles ont un diamètre d'impact. Mais il y a des zones d'ombre. Donc les zones d'ombre sont couvertes par les véhicules qui sillonnent des parcours préétablis. Avec des sirènes sur le toit. Alors on a la chance dans le district de Nyon d'avoir l'appui des communes qui se chargent de déclencher les sirènes au pied de la sirène, comme on dit traditionnellement. Et nous faisons les sirènes mobiles. Aujourd'hui, une vingtaine d'hommes. Puisqu'il y a des gens à l'extérieur, il y a un poste de commandement avec la radio. Et puis la réception des résultats qu'on va retransmettre pour 15h30 au service de la sécurité civile et militaire. Alors c'est pas directement l'objectif de la guerre, puisque on a d'autres missions. Et la principale, c'est aussi les pollutions. Ça peut être des incendies chimiques, enfin voilà, qui nécessiteraient de se calfeutrer dans un bâtiment, voire même de descendre dans les abris. Les informations sont transmises, je vous le rappelle, suite à un appel sirène par la radio romande qui donne les informations par rapport à l'événement du jour. Et puis évidemment, les véhicules sont encore dotés de microtels qui permettent d'informer la population. Avis à la population. Ceci est un test fédéral des sirènes d'alarme. La section vaudoise du TCS fête un siècle d'existence. En 1921, le club comptait 89 membres. Coup d'œil dans le rétro avec le directeur de la section vaudoise, Jean-Marc Thévenat. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution du TCS en 100 ans ? On se rend compte que de club, on est devenu vraiment une entreprise. Les mentalités ont beaucoup changé. Et puis, l'évolution en termes de trafic, en termes de mobilité, elle est complètement différente. Donc, il y a beaucoup de changements. En termes de mobilité, justement, dans la société, qu'est-ce qui a changé ? Quel rapport est-ce qu'on a aujourd'hui avec la mobilité ? Disons, la mobilité, quand on regarde le nombre de voitures que nous avons maintenant sur les routes par rapport à il y a 100 ans, c'est évidemment incomparable. Et puis, je pense qu'aussi, la mobilité en termes de transport public, en termes de volonté de pouvoir avoir le libre choix du moyen de transport, c'est complètement différent par rapport à avant, on voulait absolument la voiture. C'est-à-dire, je peux parler de mon cas. Personnellement, quand j'ai 18 ans, je me réjouissais d'avoir mon permis. Je le voulais absolument. C'est toujours le cas. Est-ce que les gens sont toujours aussi friands ? C'est toujours le cas, mais effectivement, maintenant, avec les transports publics dans les grandes villes qui sont maintenant extrêmement bien occupés, je pense que les jeunes ont plutôt tendance à reporter un peu plus tard le fait de vouloir faire son permis de conduire. Vous avez fait votre permis de conduire, mais est-ce que vous avez fait un cours de perfectionnement de conduite ? Je les ai eus, avec tout ce qui va avec, conduite sur la neige, conduite écologique. C'est toujours des choses qui se font d'ailleurs chez vous. C'est toujours quelque chose qui se font et que nous avons développé. C'est pour ça en fait qu'on a aussi transformé le centre de Cossonay, aussi pour ce 100e anniversaire, mais surtout parce qu'on va, en termes de prévention, en termes de sécurité routière, on doit aller dans un autre registre maintenant qu'un simple cours qui se faisait peut-être à l'époque. Un autre registre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourra faire dans ce centre à Cossonay ? On va professionnaliser beaucoup plus les cours, on va s'attaquer beaucoup plus à un autre marché. On a beaucoup d'institutionnels, les polices, les ambulanciers, les pompiers qui viennent se former chez nous. Je pense que la complexité du trafic maintenant impose qu'on se tienne à jour. Je pense que le permis de conduire, c'est le seul domaine dans lequel on a peu de gens ont fait des cours. Pour se perfectionner, de tous les métiers, on doit se faire des cours. La conduite, on fait son permis à 18 ans et puis après,
c'est acquis pour la vie. Vous ouvrez aussi vos portes à l'armée qui viendra chez vous, je crois. Donc, quelles sont les infrastructures dont vous disposez et dont vous ferez part justement? Alors, effectivement, cette année, nous allons pour la première fois avoir les troupes francophones qui viendront s'exercer à Cossonay, s'entraîner à Cossonay. Les infrastructures sont standards. Nous avons des pistes, nous avons des moyens techniques qui permettent de simuler des dérapages. Nous avons des jets d'eau qui permettent de simuler un piéton qui traverse la route. Nous avons des pistes aussi tout-terrain. Nous avons différents outils qui permettent de remplir les besoins de ces corps que nous avons, que ce soit la police, l'armée ou autre. Pourquoi justement avoir choisi d'étendre cette offre à ce genre de corps de métier? Disons, alors c'est un besoin, c'est un besoin des clients. On a besoin de pouvoir se former, comme je vous l'ai dit, de se perfectionner. En Suisse romande, c'est une des seules grandes pistes, c'est la seule grande piste qui présente toutes ces nouvelles technologies qui permettent de répondre à ces besoins, à cette complexité. Il faut voir aussi qu'en termes techniques, les véhicules ont beaucoup changé. Nous avons aussi un service technique qui permet de remplir les besoins des clients en termes de contrôle de véhicules, par exemple. Et pour répondre justement à ces besoins plus d'infrastructures, vous l'avez dit, mais aussi du coup du côté professionnel, comment est-ce qu'on forme ces gens-là? À qui est-ce que vous avez fait appel pour former ces personnes-là? Alors nous avons des équipes professionnelles d'instructeurs qui sont formés dans tous les types de véhicules, pour tout type de motorisation. Et puis nous avons aussi des équipes techniques qui ont suivi des cours pour suivre l'avancement des technologies en termes de motricité. On est obligé de se tenir à jour, puis même d'être un petit peu au-delà pour pouvoir remplir toutes ces missions. Jean-Marc Thévenat, comment est-ce que vous voyez l'avenir du côté mobile? On parle de ces, peut-être aussi dans le futur très longtemps, de ces voitures mobiles, volantes. Comment est-ce que vous imaginez ça? Écoutez, on parle déjà maintenant de la voiture autonome. À Cossonay, ils vont lancer un bus autonome dans la ville. On se rend compte que c'est quand même pas si facile que ça. C'est surtout les modes d'échange entre les différentes formes de mobilité qui sont pas faciles à remettre sur la route. On a beaucoup de véhicules, on a beaucoup de piétons, on a beaucoup de cyclistes. Donc à faire jouer tous ces acteurs, c'est pas facile. La mobilité du futur... Certains sont installés à Rolle. Comment est-ce que vous suivez justement ces développements, ces bus? Alors c'est un essai, nous avons participé à l'homologation de cette navette sans chauffeur qui viendra à Cossonay. Ça va très très bien dans une situation comme sur une piste. Par contre, en plein trafic, je pense qu'il y a encore pas mal de réglages à faire. Et puis l'acceptance du public, elle est encore pas tout à fait acquise. Et puis justement, on l'a dit en début d'émission, vous marquez cette année vos 100 ans. Vous allez donc célébrer durant toute l'année avec plusieurs événements. 4 célébrations seront faites. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer justement? Alors on va démarrer, la première réalisation c'était de terminer ce centre de formation que nous avons actuellement. Nous avons rénové ce bâtiment pour être prêt à accueillir les clients. L'inauguration a eu lieu. Et puis à fin avril, 28 et 29 avril, nous aurons un week-end dédié aux vieilles voitures. Donc on va organiser un grand prix. Nous aurons plus tard des activités au mois de mai de cinéma. On va faire le driving exclusivement aux voitures. On va étendre la possibilité de venir se faire une toile dans la voiture, manger aussi popcorn dans la voiture. Et puis nous aurons une journée porte ouverte aussi à fin mai. On va aussi faire une journée dédiée à la mobilité 12 au mois de mai, le 27 mai. On participe avec le Tour du Pays de Vaud, la manifestation cycliste, à la dernière étape de cette manifestation. Donc les gens auront la possibilité aussi le 27 mai de venir pédaler, de venir regarder un peu de nos installations. Il n'y aura pas de voiture, ce sera que des vélos, des trottinettes ou des skates, des choses comme ça. Une affaire qui roule, comme on dit. Et puis une question plus personnelle pour terminer cette interview, Jean-Marc Thévenat. Quel genre de conducteur êtes-vous? Je ne suis pas très très patient, mais je suis, de par mon ADN, très orienté sur la sécurité routière. J'essaie d'être très très prudent, mais j'aurais vite tendance un peu à m'énerver à l'intérieur de mon véhicule quand je vois certains comportements d'automobilistes qui ne sont pas tout à fait adéquats. Voilà, on finira sur ces mots. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Thévenat. Bonne suite à vous. Merci. À Nyon, le restaurant des Trois Jetés rouvrira à Pâques avec 2 nouveaux patrons à la barre, 2 personnages bien connus de la région, Greg Custer pour la gestion et Tom Watson qui se chargera de cuisiner de bons petits plats. Rencontre avec les 2 gérants.
je suis tombé amoureux de cet endroit. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, c'est un endroit extraordinaire. Un endroit extraordinaire. Voilà comment Greg Custer, patron de plusieurs bars à Nyon et Gland, évoque la plage des Trois Jetés, dont il reprend la gestion avec son associé Tom Watson, également connu, mais derrière les fourneaux. C'est un endroit plein de potentiel. J'ai envie que ça continue d'être un endroit accessible pour tout le monde, tout en mettant notre marque de fabrique. Une marque de fabrique bien connue ici. Faire se rencontrer la population locale et la communauté anglophone dans une ambiance festive. J'ai la chance d'avoir une mère canadienne. Et on parlait l'anglais à la maison, donc ça m'a beaucoup aidé à avoir le contact avec les expats. Et il y avait un créneau, il y a 25 ans en arrière, il y avait un créneau avec tous ces nouveaux arrivants à Nyon, donc j'en ai profité. Vous l'aviez anticipé, ce créneau-là? Non, pas du tout alors, non. Ça se fait au fur et à mesure. Je pense que voilà, moi en étant anglais, je jouais un petit peu quand je suis arrivé ici la carte nourriture un peu anglais moderne, de la cuisine anglaise. Moi, j'ai grandi dans un restaurant avec mes parents au bord de la mer. En fait, mon point fort, si je peux dire, c'est vraiment le poisson. Et ici, c'est un endroit idéal pour faire le poisson. J'aimerais travailler avec les pêcheurs locaux, faire des poissons du lac. Un cuisinier spécialiste des poissons, et ça tombe bien. Mais à quoi doit-on s'attendre ? On va pas réinventer la roue, hein. On va juste faire une cuisine simple, un bon service, en mettant des plats intéressants, sains, des produits frais, produits de la région et ailleurs. Mais vraiment de faire quelque chose d'intéressant parce que je pense que c'est un endroit juste magnifique. Alors on va ouvrir le week-end de Pâques, le jeudi 29 mars. On avance sur des projets. Normalement, on devrait pouvoir développer le bar supérieur. Sinon, on aimerait exploiter aussi la salle à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on sera ouvert tous les jours. Le but, même s'il pleut, c'est qu'on puisse fournir un service par tout temps. Découvrir Nyon sous différents angles grâce à la culture, au sport, à la santé et à l'environnement, c'est ce que propose le label Vivre, s'ouvrir et s'investir avec sa 7e édition. L'objectif, renforcer la cohésion sociale à Nyon. Toutes les explications avec Gaël Caïm. Gaël Caïm, bonjour, délégué à l'énergie et au développement durable de la ville de Nyon. Et la ville de Nyon, justement, relance sa nouvelle saison du label Vivre, s'ouvrir, s'investir. Qu'est-ce qui se cache sous ces 3 mots ? Alors c'est un label qui réunit 22 événements, des événements qui sont soutenus ou organisés par la ville et qui permettent aux Nyonnais et aux habitants de la région de découvrir Nyon sous différents angles, culture, sport, santé, environnement, et qui permettent finalement aux Nyonnais de participer à la communauté et de renforcer la cohésion sociale à Nyon. On peut dire que c'est un espèce de festival nyonnais des beaux jours, hein, ça va d'avril à septembre. Comment faire pour être labellisé Vivre, s'ouvrir, s'investir ? Alors il faut que l'événement soit gratuit, ouvert à tout public. Et puis après, au niveau des thématiques, c'est assez large finalement, de la culture au sport, en passant par l'environnement ou les fêtes de quartier. Le principal, c'est que la cohésion sociale soit mise en avant et que les valeurs du développement durable soient respectées, que l'événement soit organisé aussi dans un esprit de respect du développement durable. 7e édition, comment vous avez vu évoluer ce programme, ces activités ? Alors le nombre d'événements a augmenté presque de moitié. On était à une douzaine d'événements en 2012 et puis on est aujourd'hui à 22 événements. On a surtout vu apparaître des événements organisés par les associations de quartier qui sont soutenues par la ville. Il y a plusieurs fêtes, des marchés libres, des gratiférias, marchés gratuits, des repas communautaires et ça a fait son apparition dans le label au fil des ans.
Le but, c'est que les gens dialoguent, qui créent un espace convivial, qui communiquent, qui sortent et qui s'amusent entre eux. Gaëlle, ça commence dès ce soir avec un repas dans le noir. Effectivement, dans le cadre des assises énergétiques qui ont lieu pendant tout le mois de février encore, on organise un repas dans le noir au quartier de la Redoute. L'idée, c'est de faire se rencontrer des gens dans une situation un peu particulière autour d'un repas local et de saison, et puis de les sensibiliser aux questions d'économie d'énergie et de pollution lumineuse. Et si vous deviez pointer sur 2-3 événements phares de cette programmation, ce seraient lesquels ? Alors je vais citer les deux suivants, comme ça on reste dans l'ordre chronologique. Il va y avoir une soirée d'information pour Lyonnais sur les centrales participatives solaires avec le collectif Demain la Côte pour présenter ce modèle finalement de participation à la transition énergétique. Ça aura lieu le 27 février. Et puis ensuite, dans le cadre du Festival du film vert, on organise la soirée d'ouverture et là on parlera d'alimentation et d'agriculture de proximité. Gaëlle Cagne, merci beaucoup. Je rappelle aux Nyonnais que ce programme sera distribué sous forme de papillons dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci. Place au sport avec Nicolas Leneux. Mémorant à l'Université de Lausanne, le jeune homme a choisi de consacrer son mémoire à la participation sportive. Et justement, il est avec nous, Nicolas Leneux. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Alors décrivez-nous, de quoi vouliez-vous parler dans cette étude, dans ce mémoire ? Oui, alors en effet, c'est une étude portant sur la participation sportive à Nyon. Donc ce sujet m'est venu en observant l'historique des discussions sur la halle multisport qui va être créée à Nyon. Et on remarque qu'il y a un manque d'études sur la participation sportive de toute la population, à savoir les gens qui pratiquent leur sport de manière libre, les gens en association, ou les aînés, ou le sport handicap. Et du coup, j'ai souhaité faire une enquête pour mieux cerner cette participation sportive, non seulement des habitants de Nyon, mais également du district qui réalisent leur pratique sportive à Nyon. Comment est-ce que vous décrivez cette population nyonnaise en termes de sport ? Oui, alors elle est très sportive. Dans mon mémoire, une partie visait à mettre en relation cette population qui pratique son sport à Nyon et la population suisse à travers l'enquête OFSPO 2014. Donc on remarque que la population sur Nyon effectue environ 4,3 pratiques sportives en moyenne par personne, 3,8 pour les Suisses en général, et également les personnes qui pratiquent plusieurs fois leur sport par semaine à raison de plus de 2 heures hebdomadaires sont 67% sur Nyon, tandis qu'en Suisse c'est uniquement 45%. Et quel genre de sport est-ce que les Nyonnais pratiquent ? Alors c'est beaucoup la course, de manière libre principalement. Après, les pratiques se retrouvent assez similaires entre la population suisse et les sportifs à Nyon. On parle d'un certain combiné helvétique, randonnée, course, ski alpin. Les Nyonnais sont fervents aussi de triathlon. Il y a beaucoup de ferveur avec la manifestation toujours grandissante du triathlon à Nyon. Et voilà, les sports collectifs de base. Voilà. Donc cette halle de multisport à Collovray répondrait parfaitement à ces besoins ? Exactement. Aujourd'hui, on remarque que les infrastructures sportives sont généralement réservées aux scolaires pendant la journée et aux associations le soir. Donc cette nouvelle halle multisport permettrait une ouverture des plages horaires pendant la journée, également pendant les jours fériés ou les vacances, et intégrerait des plages horaires pour les sportifs qui réalisent leurs pratiques de manière libre et non organisée et pas uniquement associative. Et concernant la politique sportive, quelle piste de réflexion est-ce que vous avez menée ? Alors justement, on a mené des pistes de réflexion par rapport au public qui pourrait accueillir, mais également les équipements, enfin la population souhaite toujours avoir des équipements toujours plus proches de leurs attentes, toujours plus perfectionnés. Donc on a également noté les infrastructures que les personnes aimeraient voir dans cette nouvelle halle multisport, comme une patinoire toute l'année, ce n'est pas forcément réalisable, mais des terrains de badminton, un mur d'escalade, c'est des choses qui pourraient être intégrées et qui pourraient être réfléchies par les politiques. Et puis dans le monde du spectacle, est-ce qu'on pourrait imaginer justement, je ne sais pas si vous y avez fait face, que du spectacle pourrait s'intégrer à cette halle multisport ? Bien sûr, c'est notamment la volonté du service des sports dans un entretien que j'ai eu avec, qui souhaite mettre des gradins et qui puisse accueillir des manifestations toujours plus grandes, d'envergure, qui ne sont pas forcément
d'actualité avec les infrastructures qu'ils ont actuellement. Et vous êtes aussi penché sur le sport 2.0 pour anticiper justement l'avenir du sport. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir du sport? Alors, c'est l'avenir du sport, c'est d'être toujours plus connecté et d'utiliser des moyens pour cela. On remarque qu'à Nyon, les personnes sont très connectées de par leur smartphone. 92% d'entre elles en ont un. Après, concernant les montres connectées... Quel impact ça a avec le sport, le smartphone? Alors, on peut intégrer cette technologie dans les pratiques des gens, notamment à travers des applications. Donc maintenant, c'est aux politiques de voir à quel degré ils veulent insérer cette technologie dans leur halle, car on sait que dans les futures décennies, ça prendra toujours plus d'importance. Nicolas Leneux, vous avez réussi votre master, on peut le dire, vous le recevrez d'ailleurs tout à l'heure, cet après-midi, je crois. Cet après-midi, la publication des résultats, oui. Et l'avenir, comment est-ce que vous le voyez du coup? Alors pour moi, je vais tenter de m'insérer professionnellement le plus rapidement possible. J'espère que ce sera dans un domaine que j'apprécie, les infrastructures sportives, les collectivités. Mais voilà, je suis ouvert à tout et je saisirai les occasions qui se présentent. L'avenir vous le dira. En tout cas, l'appel est lancé. Merci Nicolas Leneux d'avoir été avec nous et bonne suite à vous. Merci beaucoup. On reste dans le sport, mais sachez que les votes pour les mérites sportifs nyonnais 2017 sont lancés jusqu'au 2 mars. La cérémonie aura lieu le 15 mars à l'usine à gaz. Pour voter, c'est sur le site de la Côte, www.lacôte.ch. Pour terminer l'émission, on s'intéresse maintenant aux animaux avec l'association Animal Aide Action qui vient en aide aux animaux et plus particulièrement aux chats errant sur la côte vaudoise. Depuis une année, l'association a versé plus de 6 tonnes de nourriture à une centaine de chats sauvages. Reportage. Corinne Veil, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente et la fondatrice d'Animal Aide Action, une association qui à la base s'occupait de la détresse animale, mais vous êtes rendu compte qu'il fallait recentrer le combat sur les chats errants, dits chats arrêts. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi, mais c'est vrai que la demande, on est dans une région rurale et principalement ce sont les chats qui sont le centre même des demandes et de la détresse. Alors, pour une définition simple, le chat arrêt, c'est un chat domestique qu'on a laissé retourner à l'état sauvage. Ces chats, en général, ils sont plus apprivoisables et ils forment des colonies dont vous vous occupez. Alors, sur le district, c'est assez impressionnant. Vous vous occupez d'une centaine de chats répartis dans une vingtaine de colonies. Et le but n'est pas de déplacer ces chats, mais de les garder in situ. Pourquoi ? Voilà, je crois que la principale question, c'est quoi faire de ces chats. Les délocaliser, c'est impensable. La stérilisation est, à mon avis, à notre avis, la solution qui peut régler le fond du problème. Parce que le fond du problème n'est pas de les délocaliser, mais de stériliser et de castrer. Alors vous êtes une association dite d'utilité publique. Alors comment on obtient cette dénomination ? Il a fallu plusieurs années. Il faut mener en combat, il faut apporter des preuves, faire un travail concret, qui est présenté et qui est accepté ou refusé. Et par chance, on a pu faire partie de ce privilège. Et pourquoi faut-il s'occuper des chats ? Tout simplement parce que vous m'avez donné un schéma juste avant cette interview qui est très intéressant. 2 chats, un couple de chats, au bout de 4 ans, il y a une possibilité en termes de portée d'atteindre plus de 20 000 individus. Oui, c'est la raison pour laquelle, avant de nourrir un chat et de s'en préoccuper, il faut fondamentalement stériliser ou castrer. Parce que le nombre se multiplie, il y a plus de 300 000 chats errants en Suisse. Alors il y a du travail. Alors justement, votre association, comment fonctionne-t-elle ? Alors nous sommes une équipe de bénévoles, on travaille principalement sur le terrain, c'est notre point fort. On est une petite équipe dynamique et on va avec notre matériel là où on nous appelle principalement, parce qu'on ne court pas après les chats, on attend qu'on nous appelle, que des particuliers nous appellent et on va stériliser, on fait des trapages, on les capture, on les amène chez nos vétérinaires, on les stérilise, on les castre, on les soigne et on les replace dans leur environnement naturel, autant que possible. Voilà, c'est la technique dite du piégeage, castration ou stérilisation et relâchage. Vous fonctionnez en réseau. Il y a des chats qui peuvent être placés. Ça concerne les petits chatons. Et puis après, dès qu'ils sont adultes, à partir de 7 mois, c'est impossible.
et c'est là que vous intervenez. Oui, le problème, c'est que souvent les gens attendent avant de faire appel à notre association. Et les chats grandissent. Et il faut savoir qu'un chat qui naît dans la nature, qui n'a pas que la captivité, est très vite sauvage. Et il est très difficile et compliqué après de les placer en foyer. Alors voilà, c'est le problème pour lequel nous devons intervenir le plus rapidement possible. C'est un vrai travail de bénédictin, plus de 6 tonnes de nourriture distribuée, des dizaines de milliers de repas distribués aussi à ces chats. Et du coup, vous avez besoin de bras, vous avez besoin de bénévoles qui rejoindraient cette association. Oui, parce que l'association ne s'occupe pas uniquement de stériliser, de castrer, mais je tiens à ce qu'il y ait un suivi sur chaque animal qui a passé par l'association. Ce sont nos chats, donc on continue à les nourrir, à installer des niches de survie autant que possible, qu'on suit également au point de vue hygiène, ne serait-ce que pour l'hygiène. Et également, il y a les repas, il y a les soins. Enfin, c'est toute une structure qui effectivement est assurée par nos bénévoles, par des gens passionnés qui consacrent de leur temps. Voilà, l'appel est lancé, l'association Action Animale Aide, ou dans l'ordre Aide Animale Aide Action, recherche des bras. Après toutes ces années, qu'est-ce qui vous donne encore envie de vous investir auprès de ces animaux ? Alors moi, ce qui me touche le plus, c'est de pouvoir aider un animal qui est en difficulté, qui est en péril, qui est malade, qui est accidenté. Et quand on arrive à intervenir et qu'on peut les replacer une fois qu'ils sont soignés et qu'ils retrouvent leur vie, voilà, c'est chaque fois une victoire. Et puis c'est une aide aussi à la communauté. Oui. Corinne Veil, merci beaucoup de nous avoir présenté votre action, votre association, et puis on espère que des bras se joindront à vous. Probablement. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Le faucon pèlerin a été élu oiseau de l'année 2018 par l'association BirdLife. Avec un vol piqué pouvant atteindre 300 km/h, le faucon pèlerin est considéré comme le chasseur le plus rapide au monde. En Suisse, l'animal avait presque entièrement disparu en raison de l'utilisation du pesticide DDT dans l'agriculture. Aujourd'hui, 300 couples sont recensés, la plupart nichent sur les falaises du plateau et du Jura. Voilà, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'infos régionales. Portez-vous bien.